Bonsoir aux Tanuki Rollistes et bienvenue pour un nouvel épisode de Dreamcatcher, notre campagne solo qui suit les aventures de Chayton Arrow. Lors de notre dernière séance, Chayton et Tiana Toussaint ont passé une journée assez intense. Après avoir réparé sa moto, Chayton a emmené Tiana pour une virée à moto vers la forêt et la réserve amérindienne. Entre moments de complicité et d'intimité dans une cabane familiale, les choses ont rapidement pris une tournure inattendue lorsque l'oncle Neil a fait une apparition surprise. La journée s'est poursuivie par une baignade et un moment romantique au bord de la rivière. Cependant, la fin de cette escapade a été perturbée lorsqu'un certain shérif, Bill Travers, alias Doubleface, vous a arrêté en pleine route de campagne. Après quelques échanges tendus et une contravention infligée avec plaisir, Chayton a craqué et l'a insulté. Ce geste a conduit à une confrontation physique et bien sûr à une arrestation musclée. Maintenant, Chayton et Tiana se retrouvent en cellule de dégrisement menottés, attendant que leurs parents viennent les récupérer. Et ça risque de ne pas se passer tout en douceur. Sans plus attendre, je te laisse reprendre la main pour poursuivre l'histoire. Je pense quand même qu'au bout d'un moment, il nous aura retiré au moins les menottes. Et il nous aura quand même fait poireauter peut-être, je pense, une bonne grosse heure avant d'appeler à chacun, à moi, à Tiana et à moi, nos mères respectives. Et du coup, quelques minutes après, arrivent en trombe les deux mères de famille. Adina Toussaint et Enola Arrow, aussi remontées l'une que l'autre envers leurs enfants respectifs. Et Bill Travers va les accueillir avec un petit sourire mesquin ne cachant pas son désamour des deux familles. En effet, après une bonne heure passée en cellule, le shérif Bill Travers finit par vous libérer des menottes, mais pas sans une dernière remarque piquante. Et à peine quelques minutes après, vous entendez des bruits de pas lourds dans le hall du commissariat. Ce sont les deux mères, Adina Toussaint et Enola Arrow. Toutes deux arrivent furieuses, remontées à bloc, leur regard aussi acéré que des lames. Le shérif, affichant son sourire mesquin habituel, les accueille avec un ton mielleux. « Ah, mesdames, je vois que nos jeunes prodiges n'ont pas perdu leur talent pour causer des ennuis. Il semblerait que la génération suivante ne soit pas si différente de leurs illustres parents, dit-il, son regard se promenant entre Adina et Enola, appréciant clairement la tension. Enola est la première à réagir, le visage serré par la colère. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Chayton ? On peut jamais te laisser seul sans que tu fasses une connerie. » Ah ouais, remontez maman. Son ton est glacial, mais tu sais qu'elle est surtout inquiète. Adina, quant à elle, croise les bras et lance un regard assassin à Tiana, qui évite de croiser son regard clairement mal à l'aise. Adina s'adresse à travers en lançant « Je suppose que vous avez pris un malin plaisir à embarquer ma fille avec lui. Vous ne ratez jamais une occasion, hein ?» Elle ne mâche pas ses mots, et sa voix est empreinte d'un mépris qu'elle ne cache pas. Travers, prenant un air innocent, répond « Eh bien, Madame Toussaint, quand on surprend deux jeunes dans un tel état, alcoolisés et avec l'odeur de l'herbe autour d'eux, disons que j'ai mes devoirs à remplir, vous comprenez. » Tiana, à côté de toi, marmonne à voix basse, on va en entendre parler pendant des semaines. Comment veux-tu réagir à cette situation qui semble de plus en plus tendue ? Alors, je vais me faire le plus petit du monde. Limite, j'essaie de disparaître au milieu de la cellule du décrissement. Et je pense que Tiana aussi, elle amène pas large. Et on va attendre que l'orage se passe pendant que nos mères essayent de négocier notre libération auprès de Travers, qui va sûrement s'amuser à lister nos délits et ce que l'on encourt. Mais je pense que quand même nos mères savent que il faut négocier avec lui et sûrement aligner quelques billets pour arranger les choses, même si c'est pactisé avec le diable clairement, car il sait que là il est en position de force par rapport à nos deux familles.
et il s'en réjouit, cette petite enflure de Bill Travers. Tu te fais tout petit, espérant presque disparaître dans les ombres de la cellule, et tu vois que Tiana en fait autant, évitant soigneusement le regard de sa mère. Les voix d'Enola et d'Adina résonnent dans la salle alors que Travers s'amuse à énumérer vos délits. Il sort son carnet et commence avec une voix traînante. Alors, excès de vitesse, conduite imprudente, consommation d'alcool par des mineurs et... oh, une petite odeur d'herbe. Que voulez-vous que je fasse, mesdames? Ces jeunes ne font qu'amplifier la mauvaise réputation de vos familles. Enola, bien que furieuse contre toi, ne se laisse pas démonter et le coupe immédiatement. On n'est pas venu pour recevoir une leçon de morale, Travers. Qu'est-ce qu'il te faut pour les libérer? On sait tous que t'adores faire durer ce petit jeu. Adina, bras toujours croisés, s'approche, le regard perçant. Si c'est une affaire de réputation, shérif, sache que tu n'es pas non plus au-dessus de tout reproche. Ces gamins n'ont rien fait de grave. Donne-leur une bonne réprimande, mais évite de te donner en spectacle. Traverse, avec un sourire narquois, savoure l'échange, mais finit par hausser les épaules. D'accord, mesdames, je vais leur accorder, disons, un avertissement cette fois-ci. Mais sachez que la prochaine, je ne serai pas aussi clément. Il prend son temps, fait glisser son stylo sur un formulaire et lève enfin la tête vers toi et Tiana. Allez, dehors avant que je change d'avis. Les menottes sont retirées et vous êtes enfin libérés. Enola et Adina vous lancent un regard lourd de reproches tandis que vous quittez le commissariat. Tu sens que l'orage est loin d'être passé. Enola te lance « On va avoir une petite discussion à la maison, Chayton. » Son ton laisse peu de place à l'évasion. Et toi, comment réagis-tu à la suite de ces événements? En tout cas, j'ai quand même un petit sourire quand je vois que entre nos deux mères et Butrain, mais ça tire clairement à balles réelles niveau joute verbale. Waouh, c'est assez impressionnant. J'avais jamais vu ma mère autant comme ça, en mode maman loup qui défend son petit. Et je vois que Adina, c'est clairement une panthère, elle. Avec Bill Travers, il en démord pas face à ces deux furies. Échange verbal très très impressionnant. Et je pense que du coup, quand on sort dehors, sur le trottoir, devant le bureau du shérif, Adina prendra un peu à part Tiana et ma mère me prendra un peu à part. Et sûrement qu'elles auront même un peu une sorte de double discours toutes les deux, en disant à leurs enfants respectifs, non mais attends, tu sors avec un Toussaint, et de l'autre côté, non mais attends, tu sors avec un hareng, et du coup, alors qu'on se fait remonter le bretelles, juste à cause de ça en fait, de juste s'aimer et de sortir ensemble, on se regarde, Tiana et moi, on se partage le regard, et on se tourne respectivement vers nos mères. Même si on sait qu'on n'a pas mené l'âge, quand même, on veut faire voir nos droits à pouvoir s'aimer librement. Et du coup, on balance à nos parents respectifs. On va préférer quoi? Que je sorte avec un McGuffin. Et là, il y a un gros silence. Car il est vrai que, quitte à choisir, ma mère préfère me voir sûrement avec une Toussaint qu'avec un McGuffin. Et inversement pour Tiana. Car après tout, je pense que la haine que se portent les Toussaint et les harengs est bien moins forte que celle qu'ils portent au McGuffin tous les deux réunis. Et du coup, c'était déjà pris comme ça un peu à de vitesse, nos deux mères, et vont se mettre à éclater de rire. Et je vois bien ma mère se tourner vers Enola. Il manque pas de culot nos enfants, mais j'avoue qu'ils ont pas tort non plus. Et Adina va sourire à cette réplique et bon allez, Haro, ça te dit qu'on aille boire un petit verre chez moi? Je vous invite, ton fils et toi. Après tout, je pense bien que ces deux garnements vont pas s'arrêter à si bon chemin et même si on est punis, ils feront tout pour se revoir. Donc autant qu'on officie un peu cela. Je t'offre un verre de bourbon chez moi. Puis peut-être qu'on pourra parler du bon vieux temps. Et c'est vrai qu'en fait, je me souviens que ma mère et Adina étaient au lycée ensemble à leur époque.
Et du coup, ma mère va accepter l'invitation. Car il y a une sorte de terrain d'entente qui a été créé grâce à Tiana et moi. Et du coup, on va monter en voiture chacun de notre côté. Mais du coup, la mère d'Adina démarrera la première pour que ma mère la suive jusqu'à la rue où elles vivent dans leur appartement. Tu as raison, ce moment est un tournant inattendu. Et voir Enola et Adina trouver un terrain d'entente, même temporairement, est presque un miracle. Le sourire en coin de ta mère alors qu'elle accepte l'invitation d'Adina en dit long sur la situation. En dépit de toute la tension accumulée, elle est prête à lâcher un peu de lest. Tiana te lance un regard complice et vous deux êtes presque incrédules de voir ce rapprochement entre vos mères. Alors que Adina démarre la voiture, Enola te lance un regard un peu adouci. Bon, monte, Chayton. On va voir jusqu'où ça va nous mener, cette alliance de circonstances. Dans la voiture et pendant le trajet, l'ambiance reste assez calme. Les paysages familiers de Blackwater défilent, mais ton esprit est tourné vers cette étrange situation qui se dessine. Une fois arrivé devant l'immeuble en briques rouges des Toussaint, vous descendez de la voiture. Tiana t'attend devant l'entrée, un sourire amusé sur le visage, et ensemble, vous montez les marches. En entrant dans l'appartement des Toussaintes, vous êtes accueillis par l'odeur familière de la boutique vaudou en bas, mêlée à des épices et une touche de sucrerie. Désirée, la grand-mère, est là, assise sur son fauteuil en osier, toujours avec ses lunettes fantaisie. Elle vous salue d'un geste de la main et un sourire malicieux, sans un mot. Elle semble avoir tout vu et tout deviné. Les mères s'installent dans le salon autour d'un verre de bourbon et la conversation commence lentement entre souvenirs du lycée et soupirs sur les défis que vous leur posez. Tiana te glisse à l'oreille. C'est incroyable, non? Elles vont peut-être enfin se détendre un peu avec tout ça. Et toi, comment te sens-tu maintenant que l'atmosphère semble s'alléger, au moins pour l'instant? Je me sens bien. Puis en plus, je suis content de revenir chez les Toussaint. Donc du coup, en plus, il vit dans ce grand immeuble de briques rouges. Donc en bas, il y a le salon de manucure de la mère de Tiana. Et à côté, il y a la boutique vaudou de sa grand-mère. Et en fait, les 3 étages qui sont au-dessus, qui sont censés être des appartements d'habitation, en fait, ont été complètement rachetés par les Toussaint, vu le pognon qu'ils arrivent à brasser grâce à leur trafic. Et du coup, en fait, ils en ont fait plutôt une sorte de grand loft, et puis de bureaux aussi pour leur entreprise familiale, dirons-nous, entre guillemets. Donc du coup, ouais, ils sont un peu accaparés tout ce bâtiment qui est un peu leur QG. Et au niveau de la déco, je vois bien une déco un peu traditionnelle, avec des éléments de culture afro-américaine, haïtienne et vaudouiste, mais aussi des trucs un peu plus modernes, comme par exemple des décos R&B, hip-hop, ce genre de choses. Et je me sens un peu mieux, en effet, quand je vois que Adina et Nola se posent autour d'un verre de bourbon. Et je pense que Tiana aura envie de me prendre par la main pour m'amener dans sa chambre. Mais on sera stoppé net par nos 2 mères qui vont nous lancer un regard assassin. Et Adina prendra la parole la première. Attention, vous deux. On vous a à l'œil. Ça suffit. Tu as le droit, tu peux l'amener dans ta chambre, mais je veux voir la porte ouverte. Et elle se tourne vers moi. Et toi, jeune homme, garde tes mains bien le loin de ton corps. Car si elles vont vers ma fille, je le saurai. Et elle sort la petite poupée vaudou qu'elle a fait à mon effigie. Et elle me prend une petite aiguille et me montre qu'elle peut qu'elle l'a planter dans l'entrejambe de la poupée. Et je sens, parce que je sais du quoi elle est capable avec cette saloperie de poupée vaudou. Et je comprends bien l'avertissement. Et je pense que même ma mère, amusée de voir cette scène, me regarde et me dit oui, méfie-toi, Clayton. N'oublie pas que je suis une mère coyote et s'il faut, je peux mordre mon propre fils pour lui faire apprendre une bonne leçon. Et pareil, ça ne me rassure pas du tout. Du coup, je vais sur Tiana en essayant d'être
mettre un peu d'écart entre nous pour pas qu'on se frôle. Histoire de pas me prendre une remarque de part de nos mères, ni un petit acte de vengeance, dirons-nous. Même si c'est pas vraiment de remontrance, voilà, chercher le mot. Et du coup, je pense que Tiana va me faire découvrir sa chambre. Décris-moi un petit peu l'intérieur de sa chambre, sachant qu'elle a comme centre d'intérêt la musique hip-hop, R&B, elle est fan de Will Smith, vu qu'on était allé voir Men in Black, mais aussi un petit côté, je pense, plus traditionnel au niveau de sa famille. Donc je veux bien que tu me décrives un peu l'ambiance de sa chambre et comment Tiana m'invite à y rentrer. Et ce qu'on y fait. La chambre de Tiana Toussaint est un mélange fascinant d'influences qui reflète à la fois sa culture et ses goûts personnels. En entrant, tu remarques immédiatement les murs tapissés de posters de Will Smith, en particulier des images de Men in Black et de Fresh Prince of Bel-Air. Il y a aussi quelques affiches de groupes de hip-hop et R&B comme Tupac, Aaliyah et Lauryn Hill, trônant fièrement à côté de ceux de son acteur fétiche. Le lit, plutôt grand, est couvert d'une couette colorée aux motifs inspirés de la culture haïtienne, avec des tons vifs de rouge, vert et jaune. Au-dessus du lit pend un autel vaudou, modeste mais visiblement important, avec quelques bougies, une statuette représentant Pape Legba, des colliers de perles et quelques symboles inscrits sur des papiers soigneusement disposés. Cela te rappelle que même si Tiana a ce côté très moderne, elle reste attachée aux racines spirituelles de sa famille. Un coin de la pièce est dédié à la musique, une petite chaîne hi-fi avec des vinyles et cassettes soigneusement rangées. Il y a aussi un ghetto blaster à côté et des écouteurs posés négligemment sur une chaise, un peu comme chez toi avec ton Nirvana. Tiana t'invite à t'installer sur un tapis moelleux qui couvre une partie du sol, tandis qu'elle allume la chaîne hi-fi pour mettre un peu de musique. Le son doux d'un morceau de R&B commence à emplir la pièce. Elle te sourit, un peu espiègle, et s'assied à côté de toi. Elle garde une distance respectueuse, sans oublier les avertissements stricts de sa mère et de la tienne. Bon, c'est pas exactement la même ambiance que dans la cabane tout à l'heure, mais j'aime bien cet endroit. C'est ma bulle, tu vois, dit-elle en jetant un regard à ses posters et à son autel vaudou. Elle tend la main et te montre quelques-uns de ses bracelets de perles en les faisant glisser entre ses doigts. Elle te raconte comment chaque élément de sa chambre reflète une partie d'elle, de sa fierté pour sa culture familiale à son amour pour la musique moderne. Tiana semble plus posée, presque nostalgique dans cette ambiance intime, loin des rebondissements de la journée. Vous discutez tranquillement, laissant la tension de la journée s'évaporer, tandis que la musique continue de jouer en fond sonore. Que fais-tu à présent dans ce cadre où Tiana te laisse découvrir un peu plus d'elle? Déjà, je vais mettre une playlist un peu plus R&B hip-hop, histoire de changer un petit peu de l'ambiance amérindienne que je mets d'habitude pour les épisodes. Donc du coup, on va faire un petit changement de musique avant de te répondre. Je me prends à écouter avec plaisir Tiana me parler d'elle, de mieux la connaître, alors qu'on est assis tous les deux sur le tapis de sa chambre, bien moelleux, un peu, tu vois, adossés tous les deux contre le rebord de son lit. Et je pense que, tout en parlant, en fait, on est côte à côte, elle va mettre sa tête sur mon épaule, je passais un bras autour de sa taille, tout un temps respectueux pour pas me prendre un coup d'aiguille dans une poupée vaudou. Ça reste quand même d'un coin de ma tête, mais voilà, je prends plaisir à écouter. Et bien, il faut bien avouer, je pense, pourrait s'apparenter, non, en fait, clairement devenu ma petite copine. Avec tout ce qu'on a vécu, que ça soit émotionnellement parlant, au niveau des péripéties, mais aussi, faut l'avouer, sexuellement parlant, ouais, clairement, je pense que Shayton, Tiana, on peut dire qu'ils sont petits copains, petites copines, et ouais, peut-être un peu trop pour se dire en couple, mais en tout cas, voilà, il commence à filer une petite histoire d'amour, une romance en tout cas. Et Shayton se laisse aller à cette douceur-là.
Et pendant ce temps, en fait, j'imagine bien la scène dans l'autre pièce, dans le salon, entre nos deux mères qui vont se raconter leurs souvenirs d'enfance, parce qu'il est vrai que quand ils étaient au lycée, Enola et Adina étaient assez proches, étaient même bonnes amies, que peut-être plus tard, en fait, quand l'une a rencontré Cal et l'autre son mari aussi, du moins son futur mari, elles se sont séparées à cause des histoires familiales et les trafics. Et du coup, je pense qu'autour d'un verre de bourbon, sous l'œil attentif de la grand-mère désirée, les deux femmes vont discuter de cela. Et du coup, je te laisse un peu nous faire un peu le dialogue entre nos deux mères et leurs souvenirs de jeunes filles. Ouais, la musique est sympa. Dans le salon, Enola Arrow et Adina Toussaint sont assises face à face, chacune avec un verre de bourbon à la main. La tension initiale entre elles s'est peu à peu dissipée sous le poids des souvenirs. Désirée, la grand-mère de Tiana, est dans son fauteuil en osier, un sourire énigmatique sur le visage, observant silencieusement la scène avec ses lunettes fantaisie au verre teinté. Enola lève son verre et prend une gorgée, laissant le liquide brûlant descendre doucement avant de briser le silence. Tu te souviens, Adina, du bal de fin d'année? Celui où on s'est glissé dans le gymnase la veille pour tout décorer nous-mêmes, en cachette? C'était la première fois qu'on a réussi à échapper à nos parents pour faire ce qu'on voulait. Adina sourit en coin, ses yeux brillants de nostalgie. Oh, je m'en souviens. Tu voulais absolument que les couleurs soient bleu marine et argent. Je voulais du rouge et de l'or. On a fini par mélanger les deux et c'était un bordel magnifique. Mais c'était bien. On se sentait libre, comme si le monde nous appartenait. Elle rit doucement avant de poser son verre. Et toi avec ce gars de l'équipe de basket, comment il s'appelait déjà? Enola fait mine de réfléchir avant de répondre, un sourire espiègle sur les lèvres. Ah, Marcus? C'était avant que je rencontre Cal. On était jeunes, on pensait que tout allait être simple. Adina ricane doucement. Oui, simple. Jusqu'à ce que Cal débarque dans ta vie. Enola hoche la tête, le regard se perdant un moment dans ses pensées. Oui, il a changé beaucoup de choses. Et toi, avec ton premier mari, tu étais déjà tellement indépendante à l'époque. Je t'admirais pour ça. Je crois que je t'enviais même un peu. Adina penche légèrement la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. On a tous fait nos choix. Enola, mais regarde où on en est, nos enfants. Elle marque une pause, buvant une nouvelle gorgée avant de continuer. Qui aurait cru que Chayton et Tiana se retrouveraient? Hein? Nos familles. Si tu m'avais dit à l'époque que ton fils et ma fille allaient traîner ensemble, j'aurais rigolé. Enola sourit, plus amusée qu'agacée. Ah oui, et regarde-les maintenant. Des gosses qui suivent les mêmes sentiers tortueux que nous, mais d'une manière différente. Désirée, qui n'a pas encore parlé, prend enfin la parole, sa voix douce mais ferme. La vieille. C'est le cycle des choses, mes filles. Ce qui était est toujours. Les enfants suivent parfois les chemins que nous n'avons pas su voir, et parfois ils réparent ce que nous avons brisé. Adina et Enola échangent un regard entendu. Elles savent toutes deux que malgré leurs différences, il y a quelque chose d'inévitable dans la connexion entre leurs enfants. Adina se penche légèrement en avant, brisant la tension un instant avec une pointe d'humour. En tout cas, t'as intérêt à surveiller ton fiston, Enola. Si je trouve qu'il ne traite pas bien ma fille, je sais où le trouver. Enola éclate de rire. Oh, Adina, crois-moi, c'est pareil de mon côté. Tiana est charmante, mais si jamais elle fait pleurer mon fils... Elle sourit, le regard mi-affectueux, mi-menaçant. Les deux mères éclatent de rire ensemble, un peu dures, un peu complices, comme au bon vieux temps, tandis que Désirée reste assise en silence, savourant la dynamique retrouvée entre elles. Pendant ce temps, dans la chambre, Tiana, la tête toujours posée contre ton épaule, chuchote doucement en jouant avec les franges de son oreiller. « Tu crois que nos mères vont finir par s'entendre vraiment? Peut-être que cette vieille rancœur, ça pourrait finir par disparaître, tu crois pas? Qu'est-ce que tu lui réponds en cet instant intime? » Je pense que déjà de leur côté, en fait, les deux mères, alors qu'elles ont cette discussion, Adina va proposer à
Enola, en voyant ses mains un peu russes, elle va lui dire putain, mais ça t'abîme la peau de travailler à la casse de ton mari. Et du coup, en fait, Adina va proposer à ma mère une petite séance de manicure vu que c'est son boulot. Et un peu surprise, ma mère, au final, elle va se laisser faire parce que c'est vrai que elle pense pas trop à prendre soin de sa féminité. Elle a plutôt un look de garçon manqué, de femme rebelle qui gère un gang de motards. Donc du coup, elle va se laisser prendre au jeu par Adina de se faire un peu pomponner, je sais plus comment on dit, merde, ça m'échappe. Tu vois, de se faire un soin des ongles par Adina. Et de mon côté, du coup, alors je suis toujours côte à côte de Tiana dans notre moment intime et qui me pose cette question. Je sais pas, si nos deux familles c'est quand même compliqué quand elles s'y mettent. Mais je pense que ça pourrait se tasser avec notre génération à nous. Puis bon, t'as vu la gueule de nos mères quand on leur a dit vous préférez ça ou qu'on soit avec des McGuffin. Je pense que ça fait éclater de rire Tiana et non mais t'imagines moi, elle brodie McGuffin, non mais plutôt vomir. Et je rigole et par contre moi je dis pas pareil parce que je me dis que Savannah elle est quand même elle est bien gaulée, faut dire ce qu'il est. Et bon, elle a l'air sympa. Et c'est vrai que j'aurais pu craquer peut-être pour une McGuffin, mais non, je suis avec Tiana, ça me va très bien. Et du coup, je vais pas m'amuser à lui dire ça. J'ai pas envie de tout casser avec une maladroitesse d'esprit. Et du coup, on va se contenter un peu de rigoler. En fait, d'un coup, là, ça arrive comme ça en fait. Je pense que c'est tout le stress de la journée, plus l'alcool, la drogue, puis voilà, avec Big Travers et tout, l'énervement que j'ai eu, mais ça arrive d'un coup. Et sans que je m'y attende. En même temps, j'ai l'habitude, mais clairement, en fait, je me fais prendre par surprise par une crise de narcolepsie et je sens mon tonus musculaire tomber d'un coup. Ça me... un gros coup de fatigue là qui m'envahit. Aussi, toutes mes jambes et mes bras devenaient du coton. Et mes paupières très lourdes. Et je m'effondre en fait. Je pense que je tombe un petit peu à la renverse, ma tête sur les genoux de Tiana, qui est vraiment surprise par le coup. C'est la première fois qu'elle assiste à une crise de narcolepsie de ma part aussi violente, mais aussi rapide. Et je pense qu'elle va être un peu affolée et elle va se précipiter dans le salon pour prévenir ma mère et la sienne. Lorsque Tiana te voit soudainement t'effondrer dans ses bras, elle est prise de court. Elle se redresse vivement, ton corps reposant lourdement contre elle. Son cœur s'emballe, elle ne sait pas quoi faire au début. C'est la première fois qu'elle te voit avoir une crise de narcolepsie. Et bien que tu lui aies parlé de ta condition, elle ne s'attendait pas à une telle intensité. Elle te secoue doucement, mais voit que tu es complètement immobile, comme endormi soudainement. Sans perdre de temps, elle se lève précipitamment et court vers le salon où Enola et Adina sont en train de discuter, plongés dans leur échange de souvenirs et de manucures. « Maman, Enola, vite! C'est Chayton, il s'est effondré. Je crois qu'il fait une crise de narcolepsie. Je sais pas quoi faire. » Les deux femmes se tournent vers elle, leur sourire disparaissant instantanément. Enola, plus que familière avec les crises de son fils, se redresse rapidement, lâchant la lime à ongles qu'Adina tenait encore pour elle. Elle pose sa main sur l'épaule de Tiana pour la calmer. « Ça va, Tiana, respire. Je vais m'en occuper. C'est pas la première fois. Il a juste besoin de temps pour se réveiller. » Enola se précipite dans la chambre, tandis qu'Adina, plus calme, prend la main de sa fille pour la rassurer. Enola te trouve allongée sur le tapis, la tête reposant sur les genoux de Tiana. Mais non. Elle s'agenouille à tes côtés, touchant doucement ton visage. « Chayton, tu m'entends ?» dit-elle doucement avec une voix teintée d'inquiétude, mais aussi d'une certaine résignation, car elle sait bien que ces crises sont fréquentes. Elle vérifie que tu respires régulièrement avant de se tourner vers Tiana. « Il va bien. Ces crises peuvent être soudaines, mais il se réveillera. On va le mettre dans une position plus confortable. Il a juste besoin de repos maintenant. » Tiana, encore secouée, regarde sa mère, puis Enola, reconnaissante qu'elle sache comment gérer la situation. Enola et Tiana t'aident à te poser sur le lit de manière plus confortable et elles te laissent dormir tranquillement,
respectant ton besoin de repos après la crise. Dans ton sommeil profond, tu te retrouves dans un rêve calme, loin des tensions de la journée, en paix avec toi-même, bercé par le doux souvenir de Tiana et de cette journée mouvementée mais pleine d'émotions. Adina prend doucement Tiana par les épaules et lui dit « Il est en sécurité avec nous. On va veiller sur lui, ma chérie. Il est fort, ton Chayton. » Enola, en restant à tes côtés, murmure « Merci d'avoir réagi si vite, Tiana. Il a de la chance de t'avoir. » Dans cette atmosphère tendue mais apaisée, les deux mères continuent de veiller sur toi. Mais je te propose de m'improviser une petite scène là. Je pense qu'en fait, durant cette crise de narcolepsie, je vais être attiré sur la toile d'Ashibikashi et rejoindre en fait la marche des rêves et des cauchemars. Alors que tu te laisses emporter par ta crise de narcolepsie, ton esprit plonge une fois de plus dans les profondeurs de la marche des rêves et des cauchemars. Le monde onirique te transporte, mais cette fois, ce n'est pas vers un lieu familier que tu arrives. Tu te retrouves au milieu de ce qui semble être un carrefour, un croisement de chemins de terre battus sous un ciel nocturne, éclatant de milliers d'étoiles. L'atmosphère est paisible, mais chargée de mystère. Le silence n'est interrompu que par le bruissement du vent dans les hautes herbes qui bordent les chemins. Au centre du carrefour, un homme se tient debout. Sa silhouette est élancée, mais imposante malgré son âge apparent. C'est un vieil homme afro-américain, vêtu d'un long manteau sombre appuyé sur une canne en bois sculpté. Sa présence est captivante, presque magnétique, comme si tout dans ce lieu tournait autour de lui. Tu avances, intrigué, et alors que tu t'approches, ses yeux sombres se posent sur toi, pleins de sagesse et d'un amusement presque imperceptible. Bienvenue, Chayton Arrow. Sa voix est grave et résonne dans l'air nocturne, calme et assuré. Qui êtes-vous? Demandes-tu, bien que ton instinct te souffle déjà une réponse. L'homme sourit, révélant des dents blanches contrastant avec son teint foncé. Je suis Papa Legba, gardien des carrefours, des portes entre les mondes, des chemins que l'on ne prend qu'en rêve. Tu reconnais le nom immédiatement, lié au vaudou, une figure aussi puissante qu'énigmatique. Papa Legba, le Loa des carrefours. Qu'est-ce que vous me voulez? Il fait un pas vers toi, sa canne résonnant légèrement contre le sol poussiéreux. Je suis celui qui t'a appelé ici. Toi, Chayton, tu es un dreamcatcher, un marche-rêve, comme vous dites dans ta culture amérindienne. Mais tu es aussi lié à d'autres mondes maintenant, le monde des Loa, le monde vaudou. Ton regard s'assombrit légèrement à cette mention. Oh. À cause de Tiana. Papa Legba hoche la tête, ses yeux pétillants de malice. Exactement. En t'unissant à elle, même temporairement, tu as tissé des fils entre nos mondes. Le vaudou et les esprits de ta propre culture ne sont pas si différents, mon garçon. Je suis le gardien des carrefours, comme Ashibikashi, la femme araignée et la gardienne de la toile des rêves. Tu te sens soudain plus petit face à cet homme, à la révélation de ces connexions profondes entre les mondes spirituels. Waouh, c'est pour ça. Waouh. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Il fait un geste de la main vers le ciel étoilé. Cela signifie que tu ne marches plus seulement dans les rêves des tiens. Tu entres maintenant dans le domaine des Loas, des esprits qui sont aussi puissants et capricieux que ceux de ta propre tradition. Tu déglutis difficilement. Et pourquoi m'avoir appelé ici? Papa Legba sourit à nouveau, s'appuyant davantage sur sa canne. Parce que je voulais te rencontrer, te parler. Nous sommes liés, toi et moi, et je suis curieux de voir ce que tu feras avec ces nouvelles responsabilités. Il te fixe intensément, comme s'il lisait dans ton âme. La question que je te pose est la suivante. Es-tu prêt à embrasser cette double connexion? À marcher non seulement dans les rêves des tiens, mais aussi dans ceux des miens. La question te surprend. Une partie de toi ressent un tiraillement entre ces deux mondes, ces deux responsabilités. La toile d'Ashibikashi t'a déjà appelé, mais maintenant il semblerait que tu aies une autre voie, une autre porte ouverte par ce carrefour mystique. Les carrefours sont des lieux de choix, de décision, et il est clair que ce choix t'appartient. Papa Legba te regarde, patient, sachant que ta réponse viendra en temps voulu.
Il continue doucement. Tiana, sans le savoir, t'a amené plus près de nous, de notre monde. Je te donne un choix, Shaiton. Tu peux refuser cet appel et rester ce que tu es, un Dreamcatcher. Ou bien tu peux accepter cette double nature et apprendre à marcher dans les rêves des hommes et des loas. Mais sache une chose, jeune coyote. Une fois le choix fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Il se tait et dans le silence, tu sens le poids de sa proposition. Les étoiles au-dessus semblent briller plus intensément, comme si le ciel lui-même attendait ta réponse. La question suspendue dans l'air, seras-tu uniquement le gardien des rêves des tiens, ou embrasseras-tu la responsabilité de marcher entre les mondes comme Papa Legba? Le carrefour avec ses multiples chemins est devant toi. À toi de choisir. Je fais face à Baba Legba avec quand même pas mal d'appréhension, alors que je suis face avec le vaudou. Alors que je croyais que c'était que des légendes, mais j'aurais dû au fond de moi savoir que ce n'était pas que des légendes. Vu que mes propres mythes amérindiens sont bel et bien réels, pourquoi pas ceux des Haïtiens et de la famille de Tiana, après tout. Et je suis assez bouleversé par les révélations que me fait le Loa. Et je comprends qu'en effet, les folklores de nos deux peuples ont beaucoup de points communs, que ce soit Papa Legba ou Ashibikashi ont des rôles similaires, chacun gardien de leur propre carrefour. Et c'est vrai qu'une toile d'araignée, ces fils qui s'entrecroisent, sont comme une multitude de carrefours. Et je trouve qu'en effet, le lien est assez évident entre les deux entités. Et du coup, j'enregistre à moi la question de Papa Legba. Et bien que je sais qu'il me laisse du temps pour faire mon choix, il attendra forcément à un moment donné ma réponse. Et je sais que le Loa sera capable de revenir me voir, me rappeler à lui, pour que je lui donne ma réponse. Papa Legba te regarde attentivement, ses yeux sombres pétillants d'une sagesse millénaire, mais aussi d'un mystère insondable. Il hoche doucement la tête, semblant comprendre tes pensées et tes doutes sans que tu aies besoin de les exprimer. Je vois que tu commences à comprendre, jeune Dreamcatcher. Les fils de la toile s'entrecroisent, tissant des chemins que nous, les esprits des carrefours, gardons. Mais tu dois être prudent, car marcher entre les mondes n'est jamais sans danger. Sa voix est douce, mais lourde de sens, comme s'il portait le poids de nombreuses vérités. Il s'approche de toi, plantant sa canne dans le sol poussiéreux. Avant que tu ne retournes à ton monde, je te donne 2 avertissements, Shaiton. 2 conseils que tu dois garder près de ton cœur si tu veux protéger ceux que tu aimes et toi-même. Tu te sens frissonner alors qu'il plonge son regard dans le tien et ses mots semblent résonner dans l'air nocturne. Le premier, ne laisse jamais Tiana se faire chevaucher par un Petro-Loa. Ils sont les esprits de feu, de colère et de vengeance. Ils peuvent consumer une âme, la dévorer. Si un Petro-Loa prend possession de Tiana, elle deviendra une arme que ni toi ni moi ne pourrons contrôler. Protège-la des esprits dangereux et garde-la dans la lumière des Radaloa, ceux qui veillent avec bienveillance. L'avertissement est direct et te glace. Tu ne connais pas bien le monde des Loas, mais tu comprends l'importance de cette mise en garde. Protéger Tiana de cette force destructrice semble vital. Papa Legba continue, son regard se faisant plus perçant. Le second conseil concerne ton propre guide, ce farceur. Il marque une pause et tu sens ton cœur battre plus fort, comme si une vérité que tu n'es pas prêt à entendre allait se révéler. Méfie-toi de lui, Shaiton. Sa voix est grave et tu sens une froideur s'installer autour de vous. Il n'est pas ce qu'il semble être. Ses intentions, bien qu'espiègles, ne sont pas toujours innocentes. Les esprits farceurs cachent souvent des motivations plus sombres, des liens que tu ne connais pas encore. Ne le laisse pas te manipuler et surtout, ne lui fais pas une confiance aveugle. Cette révélation te secoue. Farceur, ton guide onirique, celui qui t'accompagne depuis si longtemps, Bon, une semaine. pourrait-il avoir des intentions cachées? Bah oui.
Papa Legba plante alors ses yeux dans les tiens, comme pour sceller ses paroles dans ton esprit. Promets-moi, Chayton, promets-moi que tu prendras ces avertissements au sérieux. Protège-la des Petroloa et garde un œil méfiant sur Farceur. Il attend ta réponse. Un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, comme s'il savait déjà quelle direction tu prendras. Tu sens que ces promesses scelleront un lien, un pacte entre toi et cet esprit des carrefours, un lien qui te suivra jusque dans tes rêves. Je suis assez un peu troublé quand il me donne ces deux avertissements. Par rapport au premier, je comprends pas trop ce que c'est des pétrolois. Visiblement, ça a l'air d'être des esprits pas très sympathiques, des esprits malins. Et de toute façon, vu que je commence vraiment à tenir beaucoup à Tiana, que j'ai vraiment une profonde affection pour elle, forcément, je ferai tout pour qu'il n'y aurait rien de malheureux. Et de la protéger coûte que coûte. Et quand à son second avertissement par rapport à Farceur, je savais déjà de base que je pouvais pas trop me méfier à cet esprit espiègle, n'ayant pas non plus 100% de confiance envers lui, même s'il m'a beaucoup plus soutenu que le contraire pour l'instant. Mais je sais qu'il peut se jouer de moi quand il veut. Mais le fait qu'un Loa aussi puissant que Papa Legba me fasse la même remarque, j'avoue que ça me rassure pas du tout sur l'importance que peut avoir Farceur en termes d'esprit. Et de quoi il peut être réellement capable. C'est vrai que quand j'ai vu sa forme démoniaque quand il était dans le cauchemar de Sam, j'étais vraiment impressionné de voir qu'il était beaucoup plus puissant qu'un simple petit esprit prenant l'apparence d'animaux comme un skig ou un opossum. Donc j'avoue que ça me travaille. Et du coup, je me fais face au Loa, à Papa Legba, avec toute la solennité que je peux. Et je vous le promets, Loa, de prendre soin de Tiana et de me méfier de Farceur. Et je pense que pour conclure notre accord, Papa Legba va cracher dans sa main et me l'attendre. Et je comprends le geste, donc je crache aussi dans ma main et je lui serre sa main. Du coup, on se serre la main mutuellement, concluant un pacte entre un Loa et un simple jeune adolescent qui découvre ses pouvoirs de Dreamcatcher. Et du coup, je pense que il va conclure notre rencontre sur ça. Lorsque tu ouvres les yeux, encore étourdi par ta rencontre avec Papa Legba et les paroles lourdes de sens qu'il t'a laissées, tu réalises que tu es allongé dans le lit de Tiana. La lumière douce de la chambre filtre à travers les rideaux et tu sens la présence rassurante de Tiana à côté de toi, qui te tient doucement la main. Ses yeux sont remplis d'inquiétude, mais aussi de soulagement, maintenant que tu es revenu à toi. Autour de vous, tes deux mères, Enola et Adina, veillent avec une intensité presque palpable. Enola s'approche en première, sa voix douce mais teintée de fermeté. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, fiston. Ce genre de crise, c'est pas rien. » Adina, toujours sur la défensive, scrute chacun de tes gestes avec méfiance, mais aussi une certaine dose d'appréhension. Tiana m'a dit que tu t'es effondré d'un coup. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive aussi soudainement? Sa voix est ferme, mais elle trahit un léger tremblement d'inquiétude maternelle. Tiana reste silencieuse, ses yeux plongés dans les tiens, cherchant des réponses que tu n'as peut-être pas encore. Elle te presse doucement la main, comme pour te dire qu'elle est là, prête à t'écouter, à te soutenir. Tu sens encore la marque du pacte scellé avec Papa Legba sur ta main, une légère sensation de chaleur là où vos mains se sont serrées. C'est comme si le poids de cette rencontre surnaturelle te suivait, même dans le monde éveillé. Les avertissements du Loa résonnent encore dans ta tête. Protéger Tiana à tout prix des Pétroloa et garder une méfiance accrue envers Farceur. Mais pour l'instant, tu te concentres sur l'instant présent, entouré des deux femmes les plus puissantes de ta vie et de celles qui commencent à occuper une place toute particulière dans ton cœur. Qu'est-ce que tu leur dis pour les rassurer après cette crise et surtout, comment vas-tu expliquer ce qu'il t'arrive sans tout révéler du monde onirique et des lois?
Et alors, les deux femmes les plus puissantes de ma vie, c'est juste ma mère et la mère de ma petite copine. Bon, il y a un petit carfouillage à la dire. Bref. Ben, du coup, face aux questions de ma mère, de Tiana et de sa propre mère à elle, je vais rester évasif, je vais pas leur dire que j'ai rencontré un Loa. Non, ça va, je pense que c'est juste le contre-coup avec tous les événements d'aujourd'hui, ça m'a pas mal stressé, mine de rien. Mais voilà, c'est rien, je vous rassure, ça va aller, maman. Et du coup, je me relève du lit en essayant de faire bonne figure. Et je pense que ça va passer. Je pense que mon excuse est valable à leurs yeux. En effet, voilà. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, bon, c'est pas étonnant que mon organisme est un peu flanché. Et du coup, je pense que ça va être le moment pour moi et ma mère de quitter la maison des Toussins, l'appartement des Toussins, et de rentrer chez nous. Ma mère est quand même assez contente qu'au final, ça soit bien passé avec Adina. Et que du coup, grâce à l'histoire d'amour qui est en train de naître entre Tiana et moi, nos deux familles sont un peu plus en paix l'une envers l'autre. Alors même si ce sera pas encore le grand amour entre les deux familles, juste entre les deux adolescents. Mais voilà, ça marque une sorte de trêve, je pense, sous-jacente à cette histoire entre nous deux. Et du coup, après un dernier baiser chaste sur la bouche de Tiana, vu que je sens le regard de ma mère et de sa mère dans mon dos, donc je vais pas y aller avec la langue, quand même pas, on va rester sage après toutes les conneries qu'on a fait cet après-midi. Et du coup, je pense qu'avec ma mère, on montera en voiture et quand en fait, vu que le soir tombe, on ira récupérer Mika, ma petite sœur, chez mon grand-père Bigby avant de rentrer à la maison. Mais sur le trajet jusqu'à la caravane de papy dans la voiture, je pense que ma mère ouvrira un peu la discussion pour me refaire un petit peu gentiment la leçon par rapport à mon comportement de cet après-midi, notamment avec le shérif Bill Travers, me conseillant d'y aller plus mollo la prochaine fois face à lui pour éviter tout problème. Alors que vous roulez vers la caravane de Bigby, le silence dans la voiture est presque apaisant. Mais tu sais que ta mère va aborder le sujet qui lui trotte dans la tête depuis un moment. Elle garde les yeux sur la route, mais tu sens que son esprit est ailleurs. Finalement, elle prend une grande inspiration et brise le silence. Chayton, je comprends que tu sois jeune et impulsif, et crois-moi, je sais d'où ça vient. Mais tu ne peux pas te permettre de t'en prendre comme ça à Billy Travers. Je sais bien que c'est un enfoiré et que nos familles ont toujours été dans sa ligne de mire, mais ce genre de type, il cherche juste une excuse pour te faire plonger. Sa voix est calme mais ferme, un mélange de reproches et d'inquiétude maternelle. Elle continue, toujours concentrée sur la route. Si tu veux vraiment être un coyote digne de ce nom, il va falloir apprendre à la jouer plus fine. La force, c'est bien, mais la ruse, c'est mieux. Elle jette un coup d'œil rapide vers toi, ses yeux pleins de cette sagesse que seules les mères possèdent. Je veux pas que tu finisses comme ton père, derrière les barreaux. On a déjà assez de problèmes avec Travers sur le dos. Le fait qu'elle mentionne ton père crée une certaine tension. Elle n'aime pas parler de lui, surtout dans ce contexte, mais elle le fait quand même pour te rappeler l'importance de garder la tête froide. Elle finit par te poser une question directe, comme pour tester tes intentions. Tu sais que je vais toujours te soutenir, quoi qu'il arrive. Mais dis-moi, Chayton, est-ce que tu es vraiment prêt à suivre ce chemin, le même que ton père et ton oncle? Ou bien, est-ce que tu envisages quelque chose de différent pour toi? J'inspire un petit peu, en fait, j'ouvre la fenêtre de la voiture, je passe un peu le coude sur le rebord de la fenêtre, je l'ouvre un peu par l'extérieur, respirer un petit peu l'air frais de la nuit. Et je réfléchis un peu à ce que ma mère me demande. Et je pense qu'il faut que je lui avoue aussi une petite chose.
Je voulais aussi te dire, maman, bon, ne te fâche pas encore une fois, mais bon, j'ai un peu commencé à dealer un peu d'herbe au lycée. Ma mère se contentera d'un soupir et répondra que je sais, Shayton. J'ai fouillé ton sac à dos la dernière fois et je sais que c'est ton oncle Dick qui t'a donné cette herbe. Et bon, ça m'étonne pas en fait sa réponse. Je connaissais ma mère pour que son côté protecteur soit des fois un peu trop surprotecteur et que bon, elle fouille mes affaires. J'aurais dû m'y attendre. Elle a senti l'entourloupe et bon, elle a réagi comme elle se devait. Je te promets de faire attention, maman. C'est juste que voilà, ouais, bah, vous êtes un peu des modèles, papa et moi, et je pense que j'ai ça moi aussi dans le sang, et je sais que c'est pas forcément ce que tu attends, mais ouais, j'avais envie de faire mes propres preuves pour rejoindre le club plus tard, moi aussi, quand je serai à un âge de porter le blouson de cuir, mon propre blouson de cuir. Mais je veux aussi que tu saches quand même que je veux quand même aussi pas que baser mon avenir sur ça. J'étais vraiment sérieux quand je parlais à papa hier que je rêvais de faire carrière dans la mécanique et d'avoir un jour mon propre garage. Puis je voulais aussi savoir si vraiment ça allait là du coup. Maintenant que je suis avec plus ou moins avec Tiana, ça le fait maman, tu t'acceptes la chose ou pas? Je suis un peu anxieux quand je lui pose cette dernière question. Ta mère garde les yeux rivés sur la route, ses doigts serrant un peu plus fort le volant quand tu mentionnes que tu as commencé à dealer. Elle soupire, pas par surprise, mais plutôt par une sorte de lassitude face à cette réalité qui semble inévitable. Elle t'écoute attentivement, te laissant parler de ton envie de faire tes preuves, de porter un jour ton propre blouson des coyotes. Mais elle ne dit rien tout de suite. Quand tu évoques Tiana et ta relation avec elle, tu peux voir ses mâchoires se contracter légèrement. Ce n'est pas de la colère, mais plutôt une certaine réticence à accepter l'idée que son fils puisse s'engager dans une relation avec une Toussaint, une famille avec qui les relations ont toujours été tendues. Elle reste silencieuse quelques secondes, réfléchissant à ce qu'elle va te dire. Shayton, je te respecte assez pour te laisser faire tes choix, que ce soit pour ta vie amoureuse ou pour la mécanique. Tu es assez grand maintenant pour savoir ce que tu veux, mais tu dois aussi être prêt à assumer les conséquences de tes décisions. Elle prend une profonde respiration avant de poursuivre. Tiana, c'est une fille bien. J'ai vu comment elle te regarde et j'ai vu comment tu la regardes aussi. Mais elle marque une pause, comme si elle pesait chaque mot. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas vos sentiments l'un pour l'autre. C'est ce que ça représente. Les Arrow et les Toussaint, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est des années de rivalité, de secrets et de choses que tu ne comprends pas encore complètement. Elle te regarde brièvement avant de reporter son attention sur la route. Mais, si c'est ce que tu veux vraiment, je ne vais pas m'y opposer. Je veux juste que tu sois sûr de ce que tu fais parce que ça ne sera pas toujours facile, ni pour toi, ni pour elle. Et concernant ton envie de dealer, elle soupire de nouveau. Shayton, tu as encore le temps de prouver ta valeur d'une autre façon. Je sais que tu veux marcher dans les pas de ton père, mais ce n'est pas la seule voie qui s'ouvre à toi. Si tu continues sur ce chemin, ça te mènera peut-être à plus de pouvoir, mais aussi à plus de danger. Elle se tait un moment avant de conclure doucement. Je te fais confiance, mais fais attention. Tu as déjà des responsabilités, ne les oublie pas. Le silence retombe dans la voiture, mais il est moins pesant cette fois, laissant place à une sorte de compréhension mutuelle entre vous deux. Je vais respecter ce silence. Et en fait, je m'abstiens de lui révéler aussi tout le côté surnaturel qui m'arrive, ce côté Dreamcatcher. Car je sais que si je me confie à elle sur ce sujet-là, elle va très mal le prendre. En fait, elle va reporter la faute de tout ça sur Bigby, sur mon grand-père, pensant que c'est lui qui m'a foutu les deux pieds dans tout ce merdier.
Et du coup, j'ai pas envie en fait qu'elle se retourne comme notre grand-père. Et du coup, je vais en fait garder ça pour que ça reste entre lui et moi. Et j'ai aussi à mon jardin secret, donc je considère que ma carrière, ma mission de Dreamcatcher sera ce jardin secret. Et que pour l'instant, je vais en parler à personne, qui ne sont même pas à Tiana. Même si je commence à avoir des sentiments pour elle, je veux la préserver. Surtout avec les mises en garde de Papa Legba, qui trottent encore dans ma tête. Et du coup, je pense qu'on arrivera à la caravane de Big B, qui, du coup, me fait un petit signe de la tête en me voyant, et on récupérera du coup avec ma mère Mika et on rentrera à la maison. Pour finir la soirée tranquillement avec un classique dîner de famille entre nous trois, ma mère, Mika et moi. Puis après, direction le dodo. Le trajet vers la caravane de Big se passe dans ce même silence respectueux, laissant à chacun le temps de réfléchir à ses propres pensées. Quand vous arrivez, Big vous accueille comme à son habitude, avec un simple signe de tête. Il n'est pas un homme de grandes effusions, mais tu sais qu'il a un respect profond pour ta mère, malgré leurs différends. Mika est en pleine forme, visiblement ravi de sa journée passée avec son grand-père, et vous embarquez tous ensemble pour rentrer à la maison. Une fois à la maison, la soirée se déroule dans une atmosphère paisible. Mika, toujours pleine d'énergie, parle de tout et de rien pendant le dîner, évoquant sa journée avec Big, tandis que ta mère écoute, l'air absent, repensant probablement aux événements de la journée. De ton côté, tu es plongé dans tes pensées. Le poids des avertissements de Papa Legba te pèse encore, et tu sais que ton rôle de Dreamcatcher, ce jardin secret, doit rester caché, pour le moment du moins. Le dîner est simple, comme souvent, mais agréable, un moment familial que tu apprécies malgré tout. Après avoir débarrassé et aidé un peu Mika avec ses affaires, tu te prépares à aller te coucher. Alors que tu t'installes sous les draps, tu ne peux t'empêcher de repenser à ta journée, à Tiana, à ta mère, à ton père et à tout ce qui se passe autour de toi. Ce rôle de Dreamcatcher, cette responsabilité qui te lie à la toile d'Azibi Kahashi, commence à prendre de plus en plus de place dans ta vie. Et avec les menaces que tu ressens de plus en plus, tu sais que tu devras bientôt faire face à des choix difficiles. Mais, pour l'instant, alors que la fatigue te gagne, tu décides de laisser tout cela de côté, au moins pour la nuit, et de profiter d'un sommeil sans cauchemar. Demain est un autre jour. Et bien sur ces sages paroles, je pense que l'on peut finir notre séance de ce soir ici et reprendre la prochaine fois. Et je vous souhaite à tous, tout comme à Shayton, une bonne nuit, cher ami Tanuki Rolliste. À la prochaine! Tanuki Rolliste d'avoir suivi cette nouvelle aventure de Shayton Arrow, notre Dreamcatcher en herbe. On se retrouve la prochaine fois pour continuer à explorer les mystères de Blackwater et les dilemmes qui s'accumulent pour notre héros. En attendant, passez tous une bonne nuit et faites de beaux rêves. À la prochaine pour la suite de cette campagne palpitante.